À Histoire de Sorel, nous sommes aujourd'hui, une fois de plus, dans les magnifiques locaux de la Maison des gouverneurs à Sorel-Tracy. Nous parlons de la famille des Bibeau dans le contexte de la collection Les Censitaires. Nous en parlons avec Madeleine Blanche-Lucier. Nous verrons, entre autres, que François Bibeau, l'ancêtre d'origine, était un homme qui avait la bougeotte. Au retour, Madeleine Blanche-Lucier. Lucier, aujourd'hui on parle des censitaires. Oui. Vous nous rappelez qu'est-ce qu'un censitaire? Un censitaire, c'est celui qui paie le cent, C-E-N-S, ouais. Donc qui paye sa quote-part dans la seigneurie qu'un seigneur a obtenue par le gouverneur Donc, de la colonie. c'est le seigneur qui possède des terres. Qui possède la terre et qui octroie des parcelles de terre à un censitaire, c'est-à-dire celui qui va payer la quote-part à chaque année. Et le censitaire a des obligations à l'égard du seigneur. Et il y a certains privilèges, donc de moudre son grain, de moudre son blé au moulin que le Seigneur a été obligé, lui, de faire bâtir. Donc les deux ont des devoirs et des privilèges. Un envers l'autre. Un envers l'autre, et le Seigneur a des obligations et des privilèges envers le gouverneur. Donc, on va parler de François Bibeau, qui va devenir éventuellement censitaire. Qui va devenir censitaire. Il arrive dans la région, mais en Nouvelle-France. De quelle façon? Il s'est engagé à La Rochelle en 1656. Son contrat d'engagement est disponible. OK. Oui, on a son contrat d'engagement qui a été signé en avril 1656. Ça se parle dans les tavernes là-bas. La Nouvelle-France, c'est pas inconnu en France. Okay. On en parle beaucoup. On vante les espaces, la disponibilité de tout, etc. Donc, il s'engage pour ce qu'on appelle un 36 mois, pour 3 ans. Il s'engage auprès d'Élie Bourbeau. Élie Bourbeau. Élie Bourbeau, qui est à Champlain et qui est au Cap-de-Madeleine. Et Élie Bourbeau est originaire de La Rochelle aussi. OK, donc ils se connaissent. Ils se connaissent, puis on n'a jamais été capable de le prouver, mais François Bibeau fréquente des protestants convertis. OK. Élie Bourbeau, c'est un protestant d'origine qui s'est converti. Est-ce que François Bibeau est un protestant à l'origine? Et on n'a pas trouvé son acte de baptême, on a trouvé les actes de baptême de ses frères et sœurs. Donc, ce sont des catholiques qui ont été baptisés. Mais vous savez, la période des guerres de religion n'est pas loin. Là. Toute la côte ouest, La Rochelle, Rouen, c'était des protestants, et on prend la religion du roi. Alors, quand le roi se convertit, tout le monde passe à la religion. Tout le monde se convertit. Tout le monde se convertit en apparence, mais les protestants, beaucoup de protestants ont gardé leur rituel quand même secret, mais ils sont obligés d'abjurer la religion protestante. Notamment pour immigrer en Nouvelle-France. Oui, mais à l'époque où François Bibeau immigre, c'est moins... Moi, cheval. Je dirais c'est moins sévère. Oui, c'est vrai. Chose qui... Juste pour présenter l'ouvrage Les Bibeau que vous avez écrit avec un feu volant en plante. Une des premières choses qu'on remarque, c'est que François Bibeau, dans son engagement, on a sa signature. Oui. Qu'on peut voir. Il s'est signé, mais il ne sait certainement pas ni lire ni écrire, parce que sa signature, si vous remarquez bien, c'est écrit Farnois Bibeau. OK. Alors, il était probablement dyslexique. OK. Mais il y a quand même une graphie. Il y a une graphie. Pour son nom. Oui, mais ça, c'est répandu, la graphie. Parce qu'ils sont photographiés un peu comme les enfants apprennent à lire par photographie. Mais ça ne veut pas dire qu'il sait lire. OK. Il ne sait pas écrire. Ça lui permet de signer un contrat d'engagement. Ça lui permet de signer un contrat d'engagement, mais de façon générale, ceux qui savent signer n'utilisent plus leur signature ici. Ils mettent un X. OK. Très souvent. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que c'est moins long ou ils ont oublié. OK. Ça se peut qu'ils aient oublié, s'ils l'utilisent jamais. Oui, ça demande ce qu'ils écrivent, c'est bien ce qu'ils écrivent. Exactement. On remarque dans votre ouvrage aussi, Bibeau, biberon, boisson. Est-ce qu'il y a une relation? Non. Bibeau, il y a 2 définitions. Il faut dire que les noms de famille, c'est assez récent, c'est le 15e siècle. C'est aussi une arbalète, un bibeau. OK.
Alors, donc, ça a plusieurs significations. Ça a plusieurs significations, ou ça peut être de bibo, bibere en latin, qui veut dire boire. OK. Mais on ne sait pas ce que son père faisait, parce qu'il y a deux interprétations. C'est difficile des fois de déchiffrer l'écriture. Il était soit jardinier ou tavernier. OK. Alors, il n'y a pas de consensus là-dessus sur le père de François Bibeau. Donc, on ne peut pas faire un lien de cause à effet entre le tavernier et Bibeau. On verra dans quelques instants qu'il avait la bougeotte, François Bibeau. Ouais. On verra. Mais est-ce que le fait de quitter La Rochelle, de quitter son coin de pays, ça présumait de cette bougeotte-là qu'il y avait? Non, pas nécessairement, parce que, vous savez, la France est tellement pauvre à cette époque-là. Le 17e siècle, les gens sont sur des routes, ils voyagent de village en village en espérant trouver de l'ouvrage. OK. Alors, les Bibeaux sont installés à La Rochelle et à La Gare, qui est intégré à La Rochelle de nos jours, mais qui est un petit village à côté, au nord-ouest. Et ils n'ont rien à perdre, parce que ça crève de faim, là. OK. Alors, même François Bibeau n'a pas de métier. OK. Et il est jardinier. Mais jardinier, ça veut dire quoi, un jardinier? Ça veut dire qu'il aide quelqu'un à défricher sa terre, il peut aider quelqu'un à entretenir son potager pour quelques sous, hein? Okay. De là l'engagement et de là la traversée. Alors, il a voyagé sur le navire le René, Okay. qui est un petit navire quand même, là. Et on a toute la liste de ses compagnons de voyage, c'est dans le livre. Et là, il s'en va chez Élie Bourbeau, qui lui est aujourd'hui on dirait un entrepreneur en construction, qui est un constructeur. Il y a même lui qui a construit l'église du Cap de la Madeleine. Et Élie Bourbeau, c'est un protestant converti. Et François Bibeau va passer 3 ans. Et il est ami avec un des fils d'Élie Bourbeau. Puis ensuite, il se déménage au Cap de la Madeleine, dans la seigneurie des Jésuites. Les Jésuites ont failli perdre leur seigneurie parce qu'ils ne la développaient pas. Okay. Alors, tout d'un coup, à un moment donné, ils se sont fait avertir par l'intendant que là, ça pressait. Alors, ils ont octroyé des terres sur papier. Alors, il y a des gens qui ont eu des terres dans la seigneurie des Jésuites, là, que c'est sur un ruisseau ou sur un bout qui correspond à rien. Alors, à ce moment-là, il y a beaucoup d'échanges de terres, puis François Bibeau va échanger une terre 1 fois, 2 fois, puis après ça, il se déménage à Vatican. OK. Il est sur la côte Saint-Éloi, côte étant chemin, et sur la côte Saint-Jean. Alors là... Je vous interromps? Oui, allez-y. Ce qui m'a un peu frappé, est-ce que François Bibeau, ça va être un vrai censitaire ou est-ce que ça va être un spéculateur foncier? Parce qu'on remarque que il participe à beaucoup d'échanges de terres dans les différents documents qu'on voit dans l'ouvrage. Non, je ne dirais pas un spéculateur foncier. Okay. Je ne pense pas, c'est mon interprétation, je ne pense pas que François Bibeau ait eu le sens des affaires. OK. Bon, il est mort pauvre. OK. C'est même son fils qui doit payer pour son enterrement, là. Non, François Bibeau, je dirais qu'il fait comme beaucoup de gens. Il s'est déménagé parce que la route naturelle, c'est d'abord Champlain, Cap de la Madeleine, Vatican. Et ces gens-là se déplacent. Et Champlain, c'est un fief d'anciens protestants. OK. Il y a beaucoup d'anciens protestants qui vivent à Champlain. OK. Alors, il s'est plutôt déplacé. Puis là, il a trouvé quelque chose de plus intéressant de l'autre côté. Donc, il traverse le fleuve. Ça prend en canot, ça prend pas de temps. Alors, il va s'installer à la rivière des Puants, Okay. qui est Bécancour de nos jours. OK. Alors, il s'installe là un bout de temps, puis après ça, là, il s'en va à Saint-François-du-Lac et il va finir ses jours à Saint-François-du-Lac. On parle de 1680 dans votre ouvrage. Oui. Au retour. Oui. OK, donc c'est la raison pour laquelle il quitte la Rive-Nord. On ne sait pas pourquoi il quitte la Rive-Nord. Peut-être parce qu'il voyait quelque chose de plus intéressant sur la Rive-Sud. Là, donc, il s'installe à Saint-François-du-Lac. À la fin, son dernier établissement, c'est Saint-François-du-Lac. Là, on va prendre il y a 2 chemins à prendre pour notre discussion. Le chemin de ses voyages et le chemin de ses mariages. Oui. Alors, on commence par ce que vous les mariages. Les mariages.
Ça prend 10 ans pour que François Bibeau fasse un contrat de mariage avec une fille du roi qui s'appelle Jeanne de Mérine. Mais il est arrivé depuis longtemps, là. OK. Mais ça a pris 10 ans avant qu'il fasse une proposition. Une proposition de mariage. Une proposition de mariage, et elle va annuler son contrat. OK. Et c'est fréquent qu'on annule des contrats à cette époque-là. Est-ce qu'on a des raisons spécifiques de cette annulation? Oui, les filles du roi, on a l'embarras du choix, hein, parce qu'il y a à peu près une fille pour 10 hommes. OK. Alors les filles choisissent, et elles se font dire, quand elles arrivent à Québec, où elles sont prises en charge par des dames patronesses, qu'on dirait aujourd'hui, là, des dames bourgeoises, de bien prendre leur temps avant de faire leur choix. OK. Alors, elles prennent leur temps, puis quand ça fait plus, ça fait plus. Donc, elle résigne son contrat, et elle rentre en France. Elle restera pas OK. Jeanne de Mérine part, retourne en France. Oui. OK. Donc, ce qu'on comprend, c'est que c'était pas un bon parti pour elle. C'était pas un bon parti pour elle, ou le pays lui faisait pas. Là. OK. Ça peut être ça aussi. Donc, ça peut être les deux choses. Ça peut être ça, on ne saura jamais. C'est pas un pays facile. C'est pas un pays facile, puis les filles du roi, c'est des urbaines, hein? C'est toutes des filles, en général, de Paris, des orphelines. Mais Jeanne de Mérine a ses 2 parents. OK. Là arrive Jeanne Chalifour. Qui est la nièce d'Élie Bourbeau. Le premier patron. Chalifour, Chalifou. OK. D'ailleurs, les Chalifous de la région descendent de cet ancêtre-là, Paul Chalifou. C'est des gens qui sont installés à la seigneurie des Saints-Anges, chez Charlebourg, qui est une seigneurie qui appartient aux Jésuites. Et Jeanne est une des filles de Paul Chalifou. Alors, il va marier Jeanne Chalifou, avec qui il va avoir une fille, Marie-Jeanne. Mais Jeanne Chalifou décède. Oui. Elle a 26 ans seulement. Elle est peut-être décédée en couche, mais il n'y a pas de date de naissance. Donc, il n'y a pas d'indication. Il n'y a pas d'indication, on ne sait pas de quoi elle est morte. Sur les causes de la mort. Voilà. Et son 3e mariage, ça va être avec Louise Hénard. Qui a 15 ans à l'époque. Qui a 15 ans. Et c'est toute une histoire, cette famille Hénard-là. La mère de Louise Hénard, qui vit à Québec. Son mari, qui est savetier, il a dit à plusieurs reprises que lui, la Nouvelle-France, il en avait sa claque. OK. Alors, il disparaît. Il aurait pris un bateau vers les Antilles sans l'autorisation. Parce qu'on ne peut pas sortir de la colonie sans autorisation. Donc, elle est comme... Puis elle apprend supposément par une lettre qui est décédée. OK. Alors, elle se met en ménage avec un soldat de la garnison à Québec. Et elle est dénoncée comme faisant du concubinage. OK. Lui, il va faire de la prison. Et elle ne peut pas s'approcher à 3 lieues de la ville. Donc, elle va s'installer aux Trois-Rivières. OK. Et c'est là que François Bibeau rencontre sa fille, qui a 14 ans, et qui va avoir 15 ans à son mariage. Et la mère et la fille se marient à peu près en même temps. OK. Oh, c'est une histoire très intéressante. Très rocambolesque. Elle va se marier 5 fois en tout et partout. La mère de Louise Hénard, la mère de Louise Hénard, qui est la femme... Et la belle-mère de François Bibeau. Et la belle-mère de François Bibeau. C'est ça. Et François Bibeau, je ne sais pas si parce qu'il ne veut plus dire son âge ou si c'est pas son âge, mais officiellement, dans les documents, il dit qu'il a 40 ans, mais il en a 50. OK, donc, François Bibeau, 50 ans, se marie avec une jeune Louise Hénard, fille de 15 ans. Et c'est pas fréquent, les mariages à 15 ans pour les femmes en Nouvelle-France. OK. Bon, la majorité est à 25 ans. OK. Mais en tout cas, elles se marient, puis ils vont avoir une tralée d'enfants, pour parler en bon québécois. Et elle va le suivre. Elle va le suivre à Bénépuan, à Bécancour, puis elle va le suivre à Saint-François-du-Lac. OK, donc elle va toujours le suivre. Mais là, mariage, enfant, mais bougeotte. On parlait de bougeotte au départ. En tout cas, il a changé souvent de terre. Il a changé souvent de terre, mais là, parce que le titre de l'ouvrage, c'est Le coureur des bois devenu censitaire. Oui. Alors, notre ami, François Bibeau, a toute une carrière de coureur des bois. Oui, on n'a pas les contrats d'engagement, sauf pour un contrat qui est une commandite de l'intendant, parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'il fait
après son départ de chez Élie Bourbeau. On sait qu'il a passé l'hiver chez Élie Bourbeau en 66-67. Donc, il ne vit pas sur ses terres. Okay. Est-ce qu'il fait des voyages de 3-4 mois? Est-ce qu'il est coureur pour quelqu'un? Parce qu'à l'époque, là, c'est assez libre, hein, la traite des fourrures. Là, c'est pas encore organisé avec des compagnies et tout ça. Mais le voyage qu'on connaît, c'est celui de 1669 à 1671. Parce qu'en 1668, il vend certaines terres, il en loue une autre à un autre censitaire et il signe un contrat de donation envers sa future épouse, Jeanne Chalifour, parce qu'il s'en va 2 ans. Là, ce qu'on comprend, c'est qu'il fait une promesse de mariage. Il fait une promesse de mariage, il donne tous ses avoirs comme un testament à sa future épouse, mais il n'est pas marié encore. C'est ça, il quitte. Il quitte. Promesse de mariage, il quitte, il se marie au retour. Oui. Est-ce que c'était courant à l'époque? Non. Non. OK. Mais il voulait bien signifier, parce que peut-être qu'il y avait de la pression familiale aussi. Il ne faut pas oublier qu'il est très ami avec les Bourbeaux. C'est dans la famille. Alors, il veut bien signifier à sa belle, ou peut-être qu'il a été échaudé aussi par Jeanne de Mérine. Il veut signifier à sa belle qu'il va la marier à son retour. Okay. Donc, il part pendant 2 ans. Puis en fait, c'est une commandite de l'intendant qui veut que Louis Joliet, avec le seigneur Guy, pas le seigneur, mais je pense que c'est un seigneur Guy Luçon, qu'ils aillent explorer au lac Huron s'il y a vraiment des mines de cuivre. Okay. Parce que là, ils sont intéressés à savoir s'il y a des mines de cuivre. Et c'est une des motivations pour pousser dans l'Ouest. Alors, Louis Joliet part, lui, juste en 70. Et en 71, ils vont signer avec une douzaine de tribus différentes, représentées par des chefs, ce qu'on appelle la prise de possession de Sault-Saint-Louis, qui donne au roi de France tout l'ouest et tout le sud jusqu'en Louisiane. Jusqu'en Louisiane. Ouais. Rien de moins. Rien de moins. Et en retour, toutes les tribus, les Miamis, vont avoir la protection du roi. Okay. C'est ce qu'ils ont en retour. Et ça s'est fait avec beaucoup, je dirais, de panache, parce qu'il faut impressionner les Autochtones, il faut impressionner les Amérindiens. Alors, ils ont fait une grande cérémonie avec des grands discours. Puis, Nicolas Perrault sert de truchement. Truchement, c'est le traducteur, c'est l'interprète. C'est l'interprète au sens littéral du terme, qui traduit dans toutes ces langues-là ce que Guy Luçon dit. Que le roi de France est un roi très puissant, puis que quand il parle, c'est comme le tonnerre, et il y a beaucoup de pouvoir, et il est aussi... Alors, ils alternent un peu, comme a fait la religion catholique après, entre la carotte et le bâton. Okay. Alors, il va les protéger, il va en prendre soin, ils deviennent, les Amérindiens deviennent ses enfants, mais que s'ils n'obéissent pas, ben, il y a un pouvoir qui est aussi fort que le tonnerre et les éclairs. Et ça finit par un Te Deum. Donc, c'est la prise officielle de Sault-Sainte-Marie. Il y a un monument à Sault-Sainte-Marie où il y a la liste de tous les gens qui étaient là, dont François Bibeau. Dont François Bibeau, ouais. OK. Donc, c'est coureur des bois, explorateur et pratiquement conquérant. Oui, ben si on regarde l'importance qu'a eu la prise de possession de Sault-Sainte-Marie en 1671, qui donne au roi de France les terres de l'Ouest et jusque en Louisiane, c'est important quand même. Okay. Après ça, Louis Joliet, lui, il va avoir comme mandat de descendre le Mississippi pour aller voir plus loin effectivement ce que c'est que ces terres-là. Donc, il revient. Il revient, et ce qui est cocasse, c'est que celui qui lui a octroyé sa terre au début, c'est le père Claude Alouez dans la Seigneurie des Jésuites, qui était le supérieur des Jésuites. Mais Claude Alouez est aussi partie prenante du voyage vers Sault-Sainte-Marie. Okay. Alors, c'est un petit monde, hein?
C'est tous des gens qui se C'est connaissent. tous des gens qui se connaissent, Oui. qui ont un peu les mêmes affinités. Oui, comme Louis Joliette n'était pas destiné du tout à aller... Est-ce qu'on peut dire qu'après 1671, à son retour, François Bibeau, l'expression, s'installe, rentre dans ses terres? Il s'installe. Et là, il va défricher, mais à sa mort en 1705, avant, en tout cas, Parce que là, il est autour de la cinquantaine. il y a plus que 50 ans, parce que quand il marie Louise Hénard, il a 50 ans, donc il a à peu près 75 ans. Okay. Et il n'y a pas d'argent. C'est son fils Pierre qui va devoir payer les funérailles et qui, après ça, va devoir, parce que c'est l'aîné, Pierre étant l'aîné, va devoir régler toutes les dettes que François Bibeau a. OK, donc parce qu'il avait laissé des dettes. Il a laissé des dettes. Il doit de l'argent au seigneur, notamment de la seigneurie de Saint-François. OK, donc transaction foncière impliquait aussi qu'il laissait des... Ouais. C'était pas toujours clair. C'était pas toujours clair, puis en tout cas, de ma compréhension à moi, il n'y a pas le sens des affaires beaucoup. OK, donc c'était pas un spéculateur foncier, c'est comme on le mentionnait tantôt au départ. Non, moi je dirais pas que non. OK, non. OK, intéressant. Non. Avec Louise Honore, 9 enfants. Ouais. Ce que je comprends, ce qu'on voit dans votre livre. Dont un garçon, Nicolas, OK. Parce qu'il y en a qui restent à Saint-François-du-Lac, dont celui Pierre qui va marier une parenteau. Alors, il va racheter des terres des parenteaux. Donc, Pierre, il s'installe bien. Il y en a un qui va devenir fermier à la Côte-des-Neiges, à Montréal. OK, la Côte-des-Neiges, la vraie Côte-des-Neiges. La vraie Côte-des-Neiges d'aujourd'hui, qui à l'époque est de la campagne, il est fermier à la Côte-des-Neiges. OK. Et Nicolas va venir s'installer à Sorel. Et il achète une terre de Pierre Salvaire qui est marié avec Marie-Geneviève Huss. Ou Huss. Qu'on connaît déjà dans une autre émission. Dans une dernière émission. Et cette terre-là est la première terre après la fin de la seigneurie de Yamaska. Quand j'expliquais que Paul Huss avait demandé à être attaché à la paroisse Saint-Pierre de Sorel, c'était la fin de la seigneurie de Yamaska. Et la première terre après, c'est Bibeau. Nicolas Bibeau. Il va l'échanger avec Jean Chevalier qui a la terre suivante. Okay. Et les Bibeau sont encore présents à Saint-Anne-de-Sorel. OK, donc c'est toujours les mêmes Bibeau actuellement? Ben, c'est des descendants de Nicolas. C'est des Nicolas. descendants, naturellement. Oui, parce qu'il y a plusieurs sources. Okay. Mais notre Bibeau de Nicolas, c'est celui dont les Bibeau Sorel descendent. Donc, ce Nicolas Bibeau-là a 11 enfants. Et oui. OK. Donc, puis c'est, on peut dire, quelqu'un qui regarde l'émission aujourd'hui, qui est un Bibeau de Sorel-Tracy, peut raisonnablement penser que c'est son ancêtre. Oui, sauf les Bibeau qui viennent de Yamaska, ils n'ont pas le même... ils ont un des frères de Nicolas. OK. Donc, il y a 2 branches. Ah, il y a plus que 2 branches. Il y a la branche de Saint-François. OK, c'est pas seulement la branche de Sorel-Tracy, là. Il y a plusieurs branches. Saint-François, c'est comme vous dites. Ben, comme il y a eu 9 enfants, François Bibeau, ceux de Montréal, de la Côte-des-Neiges, ça va être les descendants de celui-là. Nous autres, c'est Nicolas. OK, Nicolas Bibeau. Oui, puis il y a encore des Bibeau à Sainte-Anne. Il y a encore des Bibeau pas loin de cette seigneurie-là, un peu plus loin. Et il y a des Bibeau sur le chemin de la Rive. OK. Ces gens-là descendent de Nicolas. Oui. Tout le monde. Ouais. Ouais. On arrive au thème de l'entrevue, Madeleine Lucier. Qu'est-ce qu'on doit retenir de toute cette vie-là de François Bibeau? Ben, moi, je pense qu'il y a quelque chose en commun avec tous les autres, le courage. Parce que même s'ils n'avaient rien à perdre à partir de la France, c'est quand même un déracinement. C'est une immigration. Donc, il y a un choc migratoire, là, tu sais. Bon. Dans ma famille, on en parlait beaucoup de François Bibeau parce que ma mère a fait un voyage, c'est comme ça qu'on a eu son acte d'engagement. Okay. Elle est allée à la recherche de son ancêtre. Et on parle toujours du goût de l'aventure de François Bibeau. Okay. Quand vous avez mentionné tantôt qu'il ne tenait pas en place, je ne pense pas que ce soit vraiment ce qu'on appellerait aujourd'hui un cultivateur bien enraciné, puis qui aime ça, puis qui... C'était pas la force des choses. Je pense qu'il était obligé. Il n'y avait pas d'autre façon.
Mais je ne sais pas si le goût de l'aventure n'était pas plus fort que le goût d'être un cultivateur. Je pense qu'effectivement, on remarque qu'il se promène. Il se promène, il bouge, puis il essaye une terre là, essaye une terre ailleurs. Donc, beaucoup de courage, l'esprit aventurier. Moi, je pense que c'est une qualité importante pour survivre ici. À cette époque-là. Oui, ah oui. Écoutez, Madame Lucie, on vous remercie infiniment. Ça m'a fait plaisir. De cet autre chapitre palpitant de notre histoire collective, notamment avec les bibots. C'est fort intéressant. Personnellement, j'apprends toujours énormément. Alors, j'espère que les téléspectateurs vont aussi. Je l'espère aussi. De toute façon, il y a beaucoup plus de détails dans le livre. Dans le livre, oui. Donc, dans le livre, je le rappelle, des bibots, coureurs des bibots. François Bibeau. Je vous remercie infiniment. Ça m'a fait plaisir.